Rencontre entre le Premier ministre et les agents de la haute administration. Les détails dans un instant. L'Institut français organise des ateliers sur les ressources éducatives numériques à Bamako, à suivre également dans ce journal. À l'international, nous parlerons entre autres du Niger où la Grande Muraille verte avance à petits pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal Joliba Evening News sur Joliba TV News. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a rencontré ce lundi 22 novembre les agents de la haute autorité de l'administration au Centre international des conférences de Bamako. Les échanges ont porté principalement sur les grands sentiers de la transition. Reportage Moussa Tembine, Abdoulaye Konimba Konaté. Tous les chantiers seront revisités dans le sens de leur mise à niveau. Toutefois, et avec le souci de ne pas disperser les efforts et de fixer des indicateurs vérifiables à l'heure du bilan, 4 chantiers ont été identifiés comme prioritaires. Ce sont ceux énumérés comme suit. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les réformes politiques et institutionnelles. L'organisation des élections générales et enfin la promotion de la bonne gouvernance. L'exécution du programme d'action gouvernementale autorisera l'accès aux résultats ex-ante. Troisième étape à attendre et qui consiste, je cite encore le chef de l'État, à transmettre à nos successeurs un État fort et des institutions stabilisées pour fonder l'État sur des institutions adaptées à nos réalités. Ici se traduit toute la plénitude de notre ambition, mesdames et messieurs. Instaurer le nouveau Mali, le Mali Kura, et c'est là pour nous, certes, mais également pour notre postérité. La 4e étape renvoie à la manière dont nous devrions nous y prendre pour réussir notre action de reconstruction. Il est impérieux pour nous tous d'agir dans la plus grande collégialité. Ce sont les termes du président encore que je reprends. En d'autres termes, le modèle qui s'impose est l'unité d'action pour le sursaut national. Que cette unité soit prônée, recommandée, justifie les différentes entreprises allant dans le sens de rassembler toutes les forces acquises au changement. Communiqué du Parti pour la Renaissance nationale PARENA, il devient clair que la transition est entrée dans une nouvelle phase, celle de l'hégémonie des partisans de la dictature, fustige le communiqué du PARENA. Le parti du Bélier est encore monté au créneau contre les récentes sorties du Premier ministre Shogel Kokala Maïga et Jamil Bitar. Le 11 novembre dernier, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, en recevant les chefs des villages et quartiers, affirmait que le seul et indiscutable bilan que la démocratie nous a légué est la floraison des associations et des partis politiques. Jamil Bitar, l'actuel porte-parole du M5 RFP, demandait au président Assimi de dissoudre l'ensemble des partis politiques et de suspendre la constitution de la Troisième République. Pour le parti, ces déclarations sont des provocations contre les acquis démocratiques. Le PARENA appelle donc les Maliens et Maliennes pour mettre en échec ce qu'il appelle les projets de restauration de l'ordre ancien. La 2e édition de l'école malienne sur la gouvernance de l'Internet a été lancée ce lundi 22 novembre 2021 à Bamako. Selon les initiateurs, cette édition va contribuer à mieux appréhender les enjeux et accroître la diversité, l'étendue, la qualité et l'efficacité de la participation au processus de la gouvernance de l'Internet en Afrique. Aminata Traoré et Moussa Tembine. L'un des principaux objectifs de l'école malienne sur la gouvernance de l'Internet est de créer un environnement favorable à l'apprentissage des connaissances qui permettent une meilleure utilisation de l'Internet en tant que moteur du développement et de la croissance économique. MaliSIG est une initiative inspirée des standards
sur le continent, comme la formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet qui se tient chaque année à Ouagadougou, le West African School on Internet Governance et le African School on Internet Governance. Pendant 6 jours pleins, les experts nationaux et internationaux mettront à plat des thèmes comme la citoyenneté numérique, la cybersécurité, les droits numériques, l'économie numérique, l'administration électronique, etc. Notre vision pour Mali SIC est de faire du Mali une destination et un rendez-vous type annuellement sur le continent. Madame Coulibaly Batoma Aminata Sogoba, représentante du ministre de l'économie numérique et de la modernisation et de l'administration, estime que la rencontre sera l'occasion d'éclaircir les participants sur les questions touchant le processus de gestion de l'Internet comme problématique des données, cybercriminalité, économie numérique, citoyenneté numérique, j'en passe. Durant ces 6 jours, par des acteurs nationaux, dont certains sont ici présents parmi nous, et internationaux. La vision de Mali SIC est de contribuer au développement d'une gouvernance de l'Internet ouverte et inclusive au niveau national et aussi en créant un environnement favorable à l'acquisition des connaissances sur la technologie que vous utilisez. L'ancien ministre de la Communication, Dr Amadoune Touré, est l'invité d'honneur. Pour sa part, il invite tous les utilisateurs des réseaux sociaux à être vigilants par rapport aux informations qu'ils véhiculent, surtout en cette période de crise au Mali. Et donc, vous savez, c'est tellement facile, à l'aide d'un clic, vous pouvez partager des informations au monde entier. Et avant de le faire, il faudrait s'assurer de la véracité de cette information. Sinon, très souvent, on fait le jeu des malfaiteurs en disséminant leurs mauvaises informations. Et donc mon appel est vraiment à l'endroit des jeunes de beaucoup faire attention sur l'information qu'ils véhiculent, sur l'information, sur l'impact, qu'ils sachent l'impact que cela peut avoir sur la population. Et donc nous devons, chaque citoyen, de contribuer vraiment positivement à cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs on utilise le mot citoyenneté dans les cours de formation qui va commencer aujourd'hui. Cette deuxième édition a enregistré la participation de 55 stagiaires composés des professionnels, des étudiants, des chercheurs d'emploi. Au total, 15 modules seront enseignés par les experts du domaine au niveau national et international. L'atelier de formation des organisations syndicales des travailleurs sur le travail des enfants dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l'habillement a eu lieu ce mardi 23 novembre dans la matinée à Bamako. Moustapha Guitey, secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture, donne des détails sur le dit atelier au micro de Adama Sanogo. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est un atelier qui tourne autour de la formation des formateurs dans les différentes régions qu'on est venu former à Bamako sur le concept du travail des enfants. Ce travail des enfants est un phénomène écurrent qui est en train de bloquer ou d'anéantir l'avenir des jeunes apprenants qui va inéluctablement, je dis bien, avoir une répercussion sur le développement même de la nation entière. C'est pourquoi, au niveau de l'INTM, nous, la lutte contre le travail des enfants est un combat que nous ne saurons nous dérober. Nous sommes unis avec les syndicats nationaux qui sont concernés directement. Nous allons nous atteler à une formation de 3 jours avec des experts en la matière qui vont donner des connaissances larges à ces formateurs-là, qui à leur tour vont aller dans les différentes régions, faire la sensibilisation en ce qui concerne les droits inhérents à l'enfant. L'Institut africain de technologie et de management ITMA a accueilli ses nouveaux bacheliers au cours de l'année universitaire 2021-2022. Une prise de contact avec les étudiants de la première année pour leur expliquer les défis qui doivent être désormais les leurs. Haruna Salia connaît pour le compte rendu. Ils sont plus de 100 nouveaux étudiants à être accueillis par la direction de l'Institut africain de technologie et de management ITMA. Au-delà de la formation académique classique,
La direction promet aux étudiants des formations en citoyenneté. C'est un honneur, un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, je vous félicite, je félicite vos parents. Vous avez fait le bon choix. Mais soyez sûrs que, ici à Aïtma, on vous apprendra pas seulement des connaissances, des savoir-faire, mais aussi comment être engagé comme citoyen, citoyenne dans votre pays. Cette rencontre est une occasion pour les jeunes étudiants de rencontrer des personnalités qui ont réussi dans leur domaine, une manière de les inspirer. Partager l'expérience d'hommes et de femmes qui font la fierté de ce pays, non seulement dans le secteur public, dans le secteur privé, et d'insister sur le fait que le diplôme n'est qu'un papier. Mais l'important pour Aïtma, c'est d'accompagner, de soutenir, d'appuyer des jeunes hommes, garçons et filles, de leur donner des valeurs, de leur donner une expérience, de leur donner un vécu, de leur donner des rêves, de leur faire partager nos vécus, nos histoires, et de montrer que ce parcours universitaire, c'est le début d'un processus. Ainsi, le procureur de la commune 4 de Bamako a partagé son parcours avec les étudiants avant de les appeler à plus de persévérance pour ne pas décevoir les parents. Donc moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est vraiment cela. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance, papa et maman sont en train de payer pour les études pour que vous puissiez étudier ici, faites en sorte qu'au moins, ils ne soient pas déçus à la fin. Ça, c'est extrêmement important parce que Dieu sait les sacrifices qu'ils font pour pouvoir vous payer les études. Et dites-vous que demain, vous devrez faire l'appareil. Donc, il faut mouiller le maillot pour ne pas décevoir. Et puis, il faudra le faire pour vous aussi parce que papa et maman ne seront pas là toujours. Fondé en 2016, l'ITMA est un établissement d'enseignement supérieur qui propose 10 filières de formation au Mali. Ce samedi 20 novembre a eu lieu la sortie de 414 ingénieurs diplômés en plusieurs spécialités de l'École nationale d'ingénieurs ENI. Ils sont désormais outillés pour apporter leur pierre à l'édification du pays. Adam Sanogo pour le reportage. L'École nationale d'ingénieurs ENI met désormais à la disposition du Mali 414 ingénieurs aptes à faire face aux défis du pays. L'actualité l'oblige, la sortie de ces diplômés a été axée autour du thème « Impact des ingénieurs dans la refondation d'un Mali nouveau ». De jeunes diplômés frais et moulus de cette honorable institution vont rejoindre nos rangs pour nous conforter dans nos choix et parfois bousculer nos certitudes. Ils sont les bienvenus dans un métier qui rime avec rigueur, exactitude et engagement pour le développement. Ces ingénieurs, à travers leur efficacité, ont donc l'obligation de servir le Mali, leur pays, soutient Seydou Mamadou Koulibaly, parrain de la promotion. De quelques fauteuils que vous regardiez, les défis auxquels est confronté notre pays, vous voyez l'immensité des tâches attendues de vous. Le besoin urgent de votre efficacité, la soif de votre efficience pour être à la hauteur des attentes nombreuses et légitimes de nos concitoyens. Réponse du berger à la bergère, les diplômés à travers leur présidente avouent qu'ils sont suffisamment prêts pour relever les défis. Aujourd'hui, votre labeur met à la disposition du Mali, voire à la disposition de l'Afrique et du monde, plus de 400 diplômés aptes à propulser vers l'avant plusieurs secteurs de développement. Pour dire que oui, et oui, les ingénieurs ont un impact dans la refondation du Mali nouveau et encore plus fort l'édifice des mondes innovateurs qui répond aux attentes de l'avenir. Ce fut également un lieu pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de saluer l'effort des enseignants de la dite école pour la qualité de la formation transmise. Je voudrais donc rendre hommage à tous ceux qui ont eu à servir l'École nationale d'ingénieurs, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'essor de cette prestigieuse école qui a toujours eu une dimension africaine et même internationale.
La rigueur dans le travail et la ponctualité sont entre autres valeurs suggérées aux diplômés par le parrain Seydou Mamadou Koulibaly. L'image du jour nous amène en Russie pour parler du palais d'hiver. Le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, en Russie, était de 1732 à 1917 la résidence officielle des monarques russes. Aujourd'hui, le palais restauré fait partie d'un ensemble de bâtiments abritant le musée de l'Ermitage. Le palais d'hiver actuel et quatrième a été construit et modifié presque continuellement entre la fin des années 1730 et 1837, quand il fut sévèrement endommagé par un incendie et immédiatement reconstruit. Le bâtiment a été construit sur une échelle monumentale qui était destinée à refléter la puissance et le pouvoir de la Russie impériale. Du palais, le tsar régnait sur 22 400 000 km² et sur plus de 125 millions de sujets à la fin du XIXe siècle. Il a été conçu par de nombreux architectes, notamment Bartolomeo Rastrelli, dans ce qui est connu sous le nom du style baroque élisabétain. Le palais vert et blanc a la forme d'un rectangle allongé et sa façade principale mesure 250 mètres de long et 30 mètres de haut. Il est constitué de 1786 portes, 1945 fenêtres, 1500 pièces et 117 escaliers. À la suite d'un grave incendie, la reconstruction du palais en 1837 laissa l'extérieur inchangé, mais une grande partie de l'intérieur fut redessinée dans une variété de goûts et de styles, conduisant le palais à être décrit comme un palais du XIXe siècle inspiré par un modèle de style rococo. Après la révolution de février 1917, le palais fut pendant quelque temps le siège du gouvernement provisoire russe dirigé par Alexander Kerensky. Plus tard, cette même année, le palais a été pris d'assaut par un détachement de soldats et de marins de l'armée rouge, un moment décisif dans la naissance de l'État soviétique. L'actualité internationale, c'est maintenant avec Fantayara. Jadis pays lumière, le plateau de Simiri, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, capitale du Niger, s'est transformé en un petit paradis pour la faune et la flore. Pharaonique projet de l'Union africaine, la Grande Muraille Verte vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique, sur une bande de 8000 km de long allant du Sénégal à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc on est toujours sur le site de la Grande Muraille Verte. Donc, comme on l'avait dit tantôt, la toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvo-pastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Très important cette insécurité-là qui est parvenue vraiment au niveau de l'initiative. Ce n'est pas uniquement au niveau du Niger, c'est par rapport à l'ensemble des pays du Sahel, ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentrées au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abus-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là. Au Niger, les zones forestières du Sud ont déjà perdu un tiers de leur surface pour ne plus représenter que 1 à 2% du pays, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. Les surfaces arabes sont donc autant de trésors pour ces pays, dont 80% de la population vit une agriculture de subsistance. De 23 millions d'habitants en 2019, la population nigérienne doit passer à 30 millions en 2030 et 70 millions en 2050, selon la Banque mondiale, d'où l'importance vitale de la réussite rapide de la Grande Muraille Verte. Quelques images de secouristes et de la carcasse brûlée du bus impliqué dans un accident en Bulgarie qui a fait 46 morts, dont 12 mineurs. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée, mais les autorités pensent qu'un incendie ne serait déclaré à bord du bus de tourisme qui se rendait de Turquie à Macédoine du Nord.
Il aurait par la suite percuté une glissière de sécurité. La plupart des victimes sont originaires de Macédoine du Nord, où le bus était immatriculé, a indiqué le premier ministre de ce pays, Zoran Zaev, qui s'est immédiatement rendu à Sofia pour rencontrer les 7 survivants à l'hôpital. Le dernier grave accident de car en Bulgarie remonte à août 2018. 17 passagers étaient morts alors que le véhicule roulait sous une pluie torrentielle, avec à son bord des touristes bulgares revenant de la visite des monastères dans une région montagneuse au nord de Sofia. La Bulgarie, pays de 6,9 millions d'habitants, a enregistré en 2019 quelques 628 morts sur la route et 463 en 2020, un chiffre inférieur à la normale qui fait des restrictions sanitaires qui ont limité les déplacements. Il s'agit d'un des bilans les plus élevés de l'Union européenne en raison du mauvais état des routes, de la vétusté du parc automobile et des fréquents excès de vitesse. L'association culturelle Djiriba a organisé le vendredi 19 novembre 2021 la 4e édition du festival de cinéma Bamako Fereba, un événement de récompense des jeunes réalisateurs maliens. Le premier prix de cette édition a été remporté par le jeune réalisateur malien Hamza Omar Silla avec son film intitulé Innocent. Reportage Youssouf Kone et Bakoroba Inyari. Ils étaient 9 films de court-métrage de 7 à 13 minutes en compétition dans cette 4e édition du festival de cinéma Fereba de Bamako. À l'issue de la compétition, le premier prix du jury a été décerné à Hamza Omar Silla, suivi de Fatoumata Sarr et Madou Kamara, respectivement 2e et 3e. Organisé chaque année depuis 2018 par l'association culturelle Djiriba, le festival se veut un espace de promotion des jeunes réalisateurs maliens et de leur production. Bien, ce festival-là, c'est venu dans le cadre de l'harmonisation bien maintenant de la mise en valeur du métier de la réalisation. Nous avons vu que ces réalisateurs-là travaillent dans l'ombre, ils ne sont pas connus. Maintenant, leur métier n'est pas connu par le public malien, alors que leur œuvre, vraiment, elle est éducative, elle est culturelle. C'est basé sur les valeurs fondamentales du Mali. Donc nous voulons vraiment revaloriser ce métier-là pour vraiment éduquer la génération future et essayer de rehausser la culture malienne en général. Cette 4e édition du festival a donné carte blanche aux jeunes réalisateurs qui ont traité la thématique de leur choix. Et tous les 9 films projetés dans la salle, selon des observateurs, étaient de bonne qualité. Et bien évidemment, le Centre national de la cinématographie du Mali salue cette initiative qui contribue justement au développement du cinéma malien. Parce que quand vous voyez la sélection des films tout à l'heure dans la salle, c'est des films réalisés par les jeunes. Et les jeunes dans un pays, c'est l'espoir d'un pays. Et puis les productions qu'on vient de regarder tout à l'heure, ce sont des productions de très belle qualité. Les techniciens étaient à la hauteur. C'est vrai que la plupart c'est des débutants, mais ils ont quand même su gérer leur production sur le plateau, notamment la mise en scène, le jeu des comédiens aussi, c'est à apprécier également. Les pratiques ancestrales de nos sociétés, l'immigration clandestine, la citoyenneté, la paix et la cohésion sociale sont entre autres les thématiques abordées dans ces films. Des thématiques pertinentes au dire de certains spectateurs. Il y a l'engouement et puis il y a des films de qualité. Donc je dis que si on donne la nourriture aux gens, il faut donner la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, c'est des films de qualité et des films que les jeunes font pour défendre notre culture et pour véhiculer des messages de sensibilisation qui peuvent nous aider à nous en sortir. Parce que maintenant, le Mali a besoin de tous ses fils pour que nous puissions sortir du trou. Précision que les 9 films seront projetés dans des quartiers de Bamako et de Kati. L'Institut français du Mali organise depuis le lundi 22 novembre 2021 des ateliers de présentation des outils numériques de diffusion des ressources éducatives au Mali. Ces ateliers regroupent des acteurs du livre et de l'éducation afin de réfléchir sur les moyens d'une large diffusion de ces ressources sur le plan national. Reportage Youssouf Kone et Boureima Doubari.
Organisés par l'Institut français du Mali, les ateliers sur les ressources éducatives numériques regroupent des professionnels du livre, de la lecture, ainsi que des personnes et institutions en charge de mettre en lien les publics avec des ressources éducatives numériques. Il s'agit notamment des ressources disponibles sur des plateformes de l'Institut français du Mali, telles que CultureTech et Malitech. Alors, l'objectif de ces ateliers, c'était de réunir tous les acteurs autour de la valorisation et de la production de ressources éducatives numériques. Il faut savoir qu'il y a un gros projet, un gros programme qui a été initié par l'Agence française de développement et puis l'Institut français autour de la question des ressources éducatives, pas spécialement numériques, toute forme de travail autour de l'accès et de la production des ressources éducatives vers les jeunes publics. Avec la digitalisation, les plateformes numériques constituent aujourd'hui un moyen incontournable de partage de connaissances. Toutefois, certains acteurs du livre, notamment des éditeurs, restent toujours réticents quant à l'utilisation des outils numériques. Le numérique semble être quelque chose de nouveau au Mali et il n'y a vraiment pas une sorte de sensibilisation sur le numérique derrière tout cela. Et surtout que pendant des années, nous avons évolué sur le format papier et ce n'est pas quelque chose propre au Mali parce que ce problème de numérique, c'est même planétaire en fait. Ça se trouve chez tous les éditeurs du monde. Il y a des éditeurs vraiment qui ne veulent pas que leurs données numériques soient sur les plateformes parce qu'il n'y a pas de sensibilisation et parce qu'ils sont confrontés également au problème de piraterie. Une nouvelle plateforme de ressources numériques dénommée Malibox, mise en place par l'Institut français du Mali, a également été présentée aux participants à ces ateliers. Il s'agit d'une plateforme accessible sans connexion Internet. On a mis en place un objet qu'on a appelé la Malibox. Cette Malibox regroupe donc des ressources maliennes et des ressources internationales libres de droit. Et l'avantage de cette Malibox, c'est qu'elle fonctionne sans consommation d'Internet. C'est-à-dire que sa politique d'acquisition, elle est menée conjointement avec tous nos amis partenaires qu'on a réunis sur ces 3 jours et puis bien sûr l'Institut français. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 millier de ressources maliennes et il y a à peu près 3 fois cette quantité en ressources internationales qui sont disponibles sur cette Malibox. La Malibox va être disponible à partir du mois de janvier 2022, donc dans quelques semaines. Ces plateformes sont des véritables sources d'apprentissage, non seulement pour les élèves et étudiants, mais aussi pour toute personne désireuse d'apprendre. Depuis un certain temps, il y a des réflexions sur l'acquisition du savoir à l'aide du numérique. Et je pense que la plateforme numérique qui est CultureTech, tropicalisée en Malitech et surtout la box au niveau du Mali, permettra sans doute aux enseignants d'abord d'avoir accès à des documents pour préparer leurs cours. Et ça va aussi faciliter la recherche des étudiants. Précisons que ces ateliers prendront fin le mercredi 24 novembre 2021. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous pour le Joliba Morning News si tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous et excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.